O professor Florent Pasquier é pesquisador em educação na Universidade de Paris-Sorbonne e Instituto Superior de Formação de Professores. Após os seus primeiros trabalhos em tecnologia da informação e comunicação e um forte engajamento na educação popular e na sociedade civil, ele orienta agora suas pesquisas para uma pedagogia integradora e implicada. É ainda vice-presidente do Centro Internacional de Pesquisas e Estudos Transdisciplinares. Com a palavra, o professor Florent, que fará a conferência A Transdisciplinaridade da Educação do Futuro. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bonjour à tous. Voilà, j'ai dit les 4 mots que je connaissais en espagnol, en portugais, pardon. Nous sommes dans les transfrontières, donc on peut parler plusieurs langues, comme cela a été expliqué par le directeur. Je suis très heureux d'être ici. Je voulais remercier énormément le comité d'organisation et tous les partenaires de cet événement extrêmement important pour cette invitation. Donc, il est question d'utopie. Et l'utopie, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. Donc, nous avons bien raison de travailler sur des utopies pour pouvoir les faire advenir dans un futur que nous espérons très proche. J'aime bien regarder, lorsque nous nous rencontrons comme ça collectivement, à quelle journée mondiale et donc internationale, transfrontière une fois de plus, ces journées sont dévolues. Donc aujourd'hui, nous avons 3 thématiques de journée mondiale. Nous avons la journée des pêcheurs, travailleurs, artisans de la mer. C'est également la journée contre les maladies pneumopathiques chroniques. Et c'est également la journée mondiale de la télévision. Alors on pourrait croire qu'il n'y a aucun rapport entre ces thèmes et qu'il n'y a pas de rapport non plus avec ce congrès. Et pourtant, si on adopte un point de vue avec une conscience unificatrice ouverte, on pourrait tout à fait se rendre compte que les travailleurs de la mer, c'est le lien entre nous et la nature. La pneumopathie, c'est évidemment la question de l'air et donc de l'esprit. Et puis la télévision, c'est un des médias anciennement dominants et qui maintenant, bien sûr, compte avec les autres médias numériques comme Internet. Après tous ces prolégomènes, nous allons pouvoir commencer vraiment le thème de cette conférence. Rappeler peut-être l'actualité du congrès au niveau international, transnational, au-delà des frontières. Faire un petit point sur les actes fondateurs de la transdisciplinarité et notamment les apports académiques et conceptuels de plusieurs auteurs et chercheurs sur ces questions-là. Ce sera une partie assez théorique. Et enfin, proposer quelques exemples pratiques d'utilisation de la transdisciplinarité dans le secteur de l'éducation et de la formation. On aurait pu appeler cette présentation du mythe aux réalités, la partie mythique étant tout cet aspect théorique et la réalité, comment nous, en tant que chercheurs, praticiens, éducateurs, dans tous nos métiers, nous pouvons trouver des voies pour intégrer réellement, donner vie aux valeurs transdisciplinaires et transpersonnelles. Ce congrès est extrêmement important au niveau mondial. Il trouve une place dans l'actualité très récente parmi de nombreuses autres rencontres internationales qui ont lieu. Je n'en cite que quelques-unes dans lesquelles j'ai été directement impliqué, notamment la rencontre biannuelle du CIRET, le Centre international de recherche et d'études transdisciplinaires, qui a eu lieu cette année en Roumanie et qui aura lieu probablement pas très loin
d'ici en 2020 au Mexique. Donc je vous invite d'ores et déjà à réserver ce moment-là. J'étais au Japon il y a 2 semaines au Centre national de la recherche en informatique pour discuter également de questions de transdisciplinarité, ainsi qu'à l'université Sophia, qui a été fondée par des pères franciscains, si je ne me trompe pas. Au Portugal, la semaine dernière, j'ai fait l'ouverture du congrès Artefacto 2018, où il était question de transdisciplinarité en lien avec les pratiques créatives artistiques, et notamment les artistes numériques. Ici, pour moi, c'est le début de 3 conférences. Je suis très heureux de cette première invitation ici ensemble. Je serai à Porto Alegre et à Rio Grande do Sul la semaine prochaine pour d'autres invitations, toujours sur ces thématiques transdisciplinaires, appliquées pour les premiers aux questions environnementales et à nouveau éducatives pour les collègues de Rio Grande. Et j'observe dans mon activité de recherche que de plus en plus de laboratoires et d'institutions intègrent le mot transdisciplinaire ou transdisciplinarité dans leurs thématiques de recherche, dans leurs axes de recherche, mais également dans d'autres secteurs, comme le secteur hospitalier, qui, en France, m'a demandé de les rejoindre dans une action sur la détection des troubles du neurodéveloppement, pour voir comment la transdisciplinarité pouvait être une aide pour faire dialoguer des praticiens, des médecins et des chercheurs ensemble pour la détection précoce de ces troubles, pour pouvoir les traiter avant qu'ils soient trop aggravés. Et j'en profite, comme il y a un workshop ici, l'atelier 7, je crois, sur la question de spiritualité, religion, éducation. La revue française Éducation et Socialisation, qui est une revue qualifiée, c'est-à-dire qu'elle est reconnue et qu'elle compte dans le ranking quand on publie dedans. Nous venons juste de lancer un appel éducation et spiritualité, au singulier et au pluriel. Et donc, je vous encourage, si vous le souhaitez, à soumettre. C'est avant mars 2019. C'est une revue francophone. Je serai très heureux d'aider à la traduction, si c'est nécessaire, des soumissions que vous pourriez faire. Alors, peut-être commencer par rappeler que c'est Jean Piaget qui a fait connaître ce mot de la transdisciplinarité dans les années 70. Donc, Jean Piaget, qui était pédagogue, biologiste, psychologue, logicien, épistémologue, un cerveau qui donc était vraiment ouvert à non pas la transgression des frontières, mais l'intégration au-delà des frontières. Alors, je ne sais pas pourquoi tout est écrit en anglais. Je ne crois pas que je me sois trompé quand même. Je vérifie. Non, c'est bien ça. Bon, voilà, comme ça, on a la double surcharge cognitive d'une lecture en anglais et d'une compréhension en français traduite en même temps, heureusement. Alors, parmi les actes fondateurs de la transdisciplinarité, nous avons la Déclaration de Venise en 1986 en lien avec l'UNESCO, qui s'intitulait « La science aux frontières de la connaissance », puisque, à l'époque déjà, nous faisions le constat que la science pure, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ne serait pas suffisante pour pouvoir répondre de façon efficace aux défis du siècle arrivant et du nouveau siècle dans lequel nous sommes maintenant déjà bien engagés. Le premier congrès international de la transdisciplinarité a eu lieu au Portugal peu de temps après, en 1994, avec l'adoption de la charte de la transdisciplinarité que vous pourrez trouver traduite dans une douzaine de langues sur le site du CIRET. CIRET qui est donc dont le président est Bassaram Nicolescu et qui a publié son manifeste sur la transdisciplinarité en 1996.
à la suite de cela, de nombreux autres chercheurs et auteurs se sont emparés de la question et l'ont appliquée dans leur domaine initial de connaissances et d'expérience, comme l'architecture, par exemple, avec Mario Botta en 1997. Et depuis, je le disais, de nombreux autres auteurs se sont mis sur le champ et le domaine et ont continué à publier sur ces questions-là. Donc ça, c'est le dernier ouvrage, je crois, de Bassarab en 2014, de la modernité à la cosmodernité, science, culture et spiritualité. Donc autant de mots-clés qui vont nous réunir pendant ces 3 jours ensemble. Alors comme disait Bassarab, pourquoi la transdisciplinarité? Depuis la fondation de l'université médiévale en 1300, avec 7 disciplines, dont la théologie, nous avons assisté à un accroissement exponentiel du nombre de disciplines et de spécialités. 54 en 1950, 1845 en 1975 et plus de 8000 depuis les années 2000. Donc, qu'est-ce que ça signifie que d'être un expert de sa discipline uniquement? Ça veut dire qu'on est ignorant de ce qui se passe dans les 7999 autres domaines de la connaissance et des savoirs, ce qui est quand même très frustrant. Et il fallait donc réussir à trouver et proposer une méthodologie pour permettre un dialogue au-delà de la segmentation, de la fragmentation disciplinaire, qui fait que quand on est expert d'un tout petit point d'un ensemble, on perd la capacité d'action sur l'entièreté des questions qui nous intéressent. Cela a été dit tout à l'heure dans la présentation, la différence entre la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité. La définition que nous proposons pour la transdisciplinarité est ce qui est à la fois entre les disciplines, à travers les disciplines et au-delà des disciplines. On pourrait résumer ça tout simplement par la question de la conscience sur ce qui fonde nos actions et la façon dont on les considère d'un point de vue global et holistique dans l'ensemble de la sphère de la recherche et de la sphère académique. L'objectif est de comprendre le monde présent, d'aller vers une unité supposément perdue, le fameux âge d'or de la connaissance, mais surtout, et peut-être avant tout, restaurer la dignité de l'être humain et de comprendre le monde, puisque en fait c'est probablement un des challenges les plus importants, la question de l'humanité au XXIe siècle, à l'heure des mouvements de transhumance liés aux désastres économiques et écologiques. Comment réussir à poursuivre à considérer la dignité de chaque être humain de façon individuelle. Historiquement, il y a une séparation dans le domaine académique entre comprendre le monde, ce qu'on va appeler les objets, et comprendre les phénomènes humains, ce qu'on peut appeler la sociologie, et notamment la question du sujet. Donc l'idée, c'est d'étudier cette interaction. Nous allons voir comment cela s'est produit historiquement, en vue d'aller vers une nouvelle connaissance. La méthodologie de la transdisciplinarité proposée par Bassarab Nicolescu se fonde sur 3 axiomes, épistémologiques, logiques et ontologiques, que nous allons voir successivement. L'axiome épistémologique peut se résumer sous la question de la pensée complexe, avec bien sûr le travail d'Edgar Morin depuis de nombreuses années sur la question, la transversalité, cela a été abordé ce matin également dans les présentations, la multiréférentialité, les systèmes de systèmes, et donc cet axiome de complexité est la nouvelle forme contemporaine de ce que nous appelions avant l'interdépendance universelle. Cela se concrétise par la conscience de plusieurs niveaux de réalité dans le monde, comprendre que la réalité est une structure complexe et que tous les niveaux que nous allons détailler coexistent simultanément
à la fois dans le monde des objets et dans celui des sujets. Au cours de l'évolution des civilisations humaines, le rapport objet-sujet a grandement évolué. On peut dire qu'avant la modernité, depuis le début de l'humanisation, plusieurs dizaines de milliers d'années, l'individu sujet n'existe pas vraiment. Il est plutôt immergé dans le monde naturel et surnaturel où existent les objets, beaucoup plus que l'importance de l'individu. C'est seulement à l'ère de la modernité que l'individu prend plus de place, qu'il est reconnu, qu'il commence à avoir cette fameuse dignité et où il est considéré autant que le monde des objets. Et cette tendance se poursuit dans la postmodernité où les objets ont tendance à disparaître, notamment au travers du processus de numérisation, de digitalisation. Ils sont présents, mais en quelque sorte invisibles. Et l'objectif de la transdisciplinarité, à l'ère de la cosmodernité, c'est justement de réunir ces deux dimensions de l'objet et du sujet au travers du tiers caché que nous allons voir juste après. Tiers caché, hidden third. Alors là, c'est le deuxième axiome, c'est donc l'axiome logique. Donc on disait, il y a plusieurs niveaux de réalité, c'est une structure complexe, et c'est la logique du tiers inclus qui permet de faire grandir notre conscience. C'est Lou Pascoe qui a formalisé le premier la logique du tiers inclus dans son livre, Le principe d'antagonisme et la logique de l'énergie. L'idée, c'est donc que face à deux oppositions conceptuelles qu'on va appeler A et non-A, il existe un troisième terme T qui permet de rendre compte de l'unité, de l'opposition apparente de ces deux termes-là. C'est donc le principe du tiers inclus. Ici, j'ai des niveaux de réalité, le premier, le deuxième. Au niveau inférieur, je vois des couples d'opposition apparentes. Et si je change, si j'augmente, si j'élève ma conscience, je vais m'apercevoir que, à un autre niveau, il y a un lien qui n'est plus d'opposition mais d'union. On pourrait aussi l'illustrer de cette façon-là. Selon la position de chacun de ces individus, le même objet peut être vu à un niveau de réalité bas, comme un carré ou comme un rond, alors que si je monte sur la mezzanine et que j'ai un point de vue un peu supérieur, je peux m'apercevoir que, en réalité, la source est le même objet. Et pourtant, pour chacun de ces personnes, s'ils restent accrochés à leur point de vue initial, elles sont persuadées de détenir la vérité, donc d'avoir la réalité, et elles peuvent rentrer en guerre l'une contre l'autre si elles ne trouvent pas des processus de médiation. Ce qui nous amène au troisième axiome, l'axiome ontologique, c'est-à-dire la science de l'être en tant qu'être, en philosophie. Donc nous l'avons vu, plusieurs niveaux de réalité de l'objet, pareil pour les sujets. Alors peut-être revenir un petit peu sur la notion de réalité. La réalité, c'est ce qui résiste, c'est dans le sens où on n'arrive pas à avoir prise réellement, malgré notre expérience, nos représentations, nos descriptions, nos images, nos formalisations. La réalité a tendance à nous échapper. La réalité n'est donc bien sûr pas le réel, qui lui est encore un pas derrière. C'est le voile caché de la connaissance de Isis. Donc, on va distinguer plusieurs niveaux de réalité. Ça, c'est Edmond Husserl qui avait commencé à théoriser sur cette question-là. Épistémologue, ontologue, philosophe des mathématiques. Donc ici, nous voyons une succession de niveaux, depuis le plus bas jusqu'au plus haut, qui concernent à la fois le monde des objets qui sera symbolisé à gauche, celui des sujets qui sera symbolisé à droite, et la jonction entre les deux se fera grâce au tiers caché pour aller créer une transréalité
qui s'exprime au travers des cultures, des spiritualités et de religions. Ce qui fait que la connaissance n'est pas seulement celle des objets ou celle des sujets, mais c'est le lien et la fonction dynamique qui va s'opérer entre les deux. On peut en donner quelques exemples dans les systèmes naturels et dans les systèmes sociaux, depuis les bas niveaux de la matérialité quantique physique jusqu'au niveau des supercordes, et pour les individus, depuis la personne en tant que telle jusqu'à son intégration successive jusqu'au niveau planétaire ou cosmique. Et c'est le tiers caché qui fait la cohérence sur l'ensemble de ces niveaux qui sont en interaction. Alors, comment s'opère cette interaction? On va commencer par le monde des objets. Donc, on l'a vu, les objets apparemment s'opposent. Ici, là, j'ai d'un côté une table et de l'autre des verres qui sont posés dessus. Ce n'est pas la même chose. Si je regarde d'un point de vue physique très précisément, en réalité, ces objets sont composés de vide entre les atomes qui leur donnent une cohérence. Et si je vais chercher le tiers inclus qui les unit au niveau au-dessus, eh bien, ils font partie d'un système qui est celui d'être présent sur une estrade sur laquelle je me trouve pour vous parler. Et donc, ils font partie tous les deux d'un système économique de production qui les a amenés jusqu'ici. Au niveau des économies, on peut distinguer plusieurs sortes d'économies qui semblent s'opposer. L'économie communiste, socialiste d'un côté, l'économie du libre-échange, du néolibéralisme de l'autre. Et pourtant, si j'augmente par ma conscience et que je les intègre par la logique du tiers inclus à un niveau de conscience supérieur, ces différentes économies se partagent un espace planétaire et prennent place sur la même planète Gaïa, elle-même faisant partie d'un ensemble cosmique, planétaire, lui-même étant dans la Voie lactée, etc. De l'autre côté, du côté des sujets, nous avons des individus qui ne se confondent pas, à moins qu'il y ait des jumeaux dans la salle, mais même s'il y avait des jumeaux, malgré tout, ils ne se confondent pas. Pourtant, par la logique, j'ai des jumelles de 4 ans et demi, c'est pour ça que l'idée m'est venue. Et pourtant, nous partageons le même espace-temps social et historique qui nous réunit. Ces espaces-temps sont différents. Nous pouvons être et habiter des continents qui ne sont pas les mêmes. Et bien, par la conscience de la transfrontière, nous pouvons nous réunir dans des systèmes politiques de régulation comme l'ONU ou comme l'UNESCO et nous retrouver à être en coopération plutôt qu'en confrontation, si nous en restions à une conscience assez basse et illusoire. Et là où ça devient intéressant, c'est, je le disais, le système est dynamique. C'est-à-dire qu'en permanence, nous avons une circulation de la vie et des effets de nos actions, aussi bien du côté des sujets que du côté des objets, qui va donner une évolution par le tiers caché qui fera naître les religions, les spiritualités, les cultures, donc le lien entre le monde des objets et le monde des sujets. C'est ce que Basarab appelle la transréalité. Donc, il faut bien comprendre que tous les niveaux sont interconnectés, ils sont simultanés et ils sont toujours présents, qu'on en ait conscience ou pas. C'est une pluralité complexe dans une unité ouverte. Et c'est à nous d'aller dans cette exploration. Alors, comment faire et comment rendre opératoires ces théories? Donc là, ce serait la deuxième partie de l'exposé du mythe à la réalité. Comment venir dans la réalité, premier pas vers le réel, de ces théories-là. Donc voilà le schéma
que nous venons de voir. Donc, j'ai proposé en fait de travailler sur 3 niveaux qui ne sont pas forcément liés. Le niveau du développement personnel, c'est-à-dire les savoir-faire. Le niveau du développement professionnel, nous avons parlé, nos collègues ce matin ont parlé de l'éducation tout au long de la vie. Donc effectivement, il s'agit de développer d'abord, c'était le savoir-être, le développement personnel, le savoir-être, le développement professionnel, le savoir-faire, et puis l'aspect du collectif, le développement commun, c'est donc le savoir-devenir. Habituellement, en tout cas dans mon expérience de vie, j'agissais dans ces 3 types de développement, mais ils étaient séparés. Et c'est à partir du moment où, il y a quelques années, où j'ai réussi à faire une conjonction, à superposer ces 3 niveaux de développement, et surtout à les mettre en interaction, c'est ce que symbolisent les flèches, c'est-à-dire comment nourrir chacun de ces développements par les apports des autres et inversement, eh bien, c'est à ce moment-là que le tiers caché, dans mon expérience de chercheur et d'enseignant, est apparu. Et ma théorie, c'est que lorsque nous arrivons à exprimer le tiers caché dans nos vies multiples en leur donnant un sens qui tend vers une unification plutôt qu'une fragmentation ou une dislocation, c'est à ce moment-là que nous avons le plus de possibilités effectives pour agir personnellement et collectivement sur la transréalité au travers des biens communs et du socle commun que nous partageons tous. Avant de développer donc, dans les questions éducatives cet aspect-là, je fais un petit retour sur les autres chercheurs dans la question du transdisciplinaire et du transpersonnel. Donc on a eu bien sûr Abraham Maslow, qui a inspiré un professeur de Paris 5, Marc-Alain Descamps, qui a porté très longtemps la question de la psychologie transpersonnelle en France, et qui a conçu par exemple l'escalier des valeurs en s'inspirant sur les valeurs de Maslow, depuis les valeurs purement matérielles jusqu'aux valeurs ontologiques de réalisation. Il a proposé ce schéma disant qu'une fois arrivé à ce stade, qui est celui où nous sommes tous déjà certainement dans cette salle, le stade de la réalisation, si nous n'arrivons pas à faire un pas de plus, donc un niveau de réalité supérieur, vers la transcendance, le dévouement et l'application des valeurs, eh bien nous risquons, étant prisonniers de l'ego et de notre propre souci de soi uniquement, de redescendre l'escalier des valeurs de façon négative dans les voies des valeurs secondaires, qui ne sont donc pas les valeurs de la cosmodernité, et qui nous amènent à l'oubli, à l'absurdité, à la délinquance et parfois aux tendances suicidaires. Une autre personne qui a énormément travaillé sur ces questions et qui m'a beaucoup inspiré, Pierre Vell, qui est sans doute pas inconnu pour vous, puisque c'est le fondateur de UNIPAS, l'Université holistique de la paix, qui se situe à quelques dizaines de kilomètres d'ici seulement, et qui a été, dont l'œuvre est poursuivie par Roberto Crema. Eh bien, ce Français d'origine, qui est venu faire souche au Brésil, axe son analyse sur 3 niveaux interreliés, l'individu, la société et le monde, qu'il appelle également la nature, et le changement d'un paradigme basé sur une compréhension des choses comme étant ou bien ceci ou bien cela, mais comme étant à la fois ceci et à la fois cela. On retrouve un petit peu le symbole du yin-yang dans les apports asiatiques, avec un petit peu de blanc dans le noir, un peu de noir dans le blanc, et cette forme de virgule entrelacée qui montre bien l'aspect dynamique d'une potentialisation permanente des effets du monde. Alors Pierre Vell propose une analyse à partir du Big Bang, de la création de l'univers, symbolisé par la lemniscate, le signe de l'infini. Il propose donc ce point de vue que dans l'univers apparaissent la matière, l'information et, au moins sur notre planète,
la vie. Et que ces trois tendances-là, on va les retrouver dans la nature, l'individu et la société. Il crée donc une sorte de matrice où on va retrouver en couleur la matière, la vie et l'information, qui vont se décliner, donc chacune, dans les sphères de la nature, de l'individu et de la société. C'est ce qu'il appelle la roue des sciences et des disciplines. On retrouve cette fameuse fragmentation, cette spécialisation dont Bassaram nous parlait, avec un accroissement croissant des disciplines et des spécialités, plus de 2000, et qui donne lieu, on le voit ici, à différents champs de recherche. Donc, par exemple, la matière dans la nature, c'est la physique, la matière chez l'individu, c'est l'anatomie, la matière dans la société, c'est l'économie, et inversement, donc la vie, nature, biologie, vie, individu, physiologie, vie, société, sociologie, et enfin, information, nature, noétique, information, individu, psychologie, information, société, anthropologie. C'est une sorte de fractal qui fait que, évidemment, c'est un petit peu poreux, ça peut passer de l'un à l'autre et générer à chaque fois de nouvelles branches scientifiques et d'exploration de savoir et des connaissances. Et là, on retrouve à la fois la question de l'individu-sujet et des objets dans la nature. Et en quelque sorte, le lien entre les sujets et les objets qui se fait au travers de la société, comme résultante de l'intégration du tiers caché. Le problème, c'est que si on laisse les choses aller telles quelles, sans la question de la conscience, la roue des disciplines aboutit très rapidement à une roue de la destruction. On voit que c'est un schéma interactif. Vous voyez la présence de flèches qui indiquent bien qu'il y a des passages et des influences de certaines parties de cette roue sur d'autres. Donc là, le petit jeu que je vous propose, c'est de identifier où est le point de départ de cet ensemble de flèches. Je vous donne quelques instants pour essayer de remonter à la source. Alors si je remonte, je suis sur l'individu, et dans l'individu, je suis sur la question du mental. Donc a priori, toute la compréhension que nous avons de l'ensemble de cette circulation partirait du mental de l'individu. On va voir ça de façon un peu plus détaillée. Le principe est le suivant, tout part du mental de l'individu. Le mental va agir sur l'émotionnel, qui va agir sur le corps. Ça va donner donc une conscience cognitive individuelle qui va se retrouver dans la société. Donc, si l'individu ne va pas très bien, notamment par le fantasme de séparativité, c'est-à-dire le sentiment d'être séparé des autres et d'être séparé du monde, ce qu'on va appeler l'individualisme ou l'égoïsme, si l'individu reste avec cet état d'esprit, il développe de l'attachement, de la colère, ça agit par du stress sur son corps, et un individu stressé génère une société stressée, donc déséquilibrée, avec de la violence, avec des préjugés. Et cette société va influer sur la nature en exploitant les ressources de façon inconsidérée. Ce sera présenté par notre collègue Xavier Juano après-demain. Ça va bien sûr détruire la vie, les écosystèmes, et finalement nous pousser à développer des programmes basés sur le nucléaire et les manipulations génétiques dont on ignore encore actuellement l'impact et les conséquences que cela pourra avoir, y compris en termes de répercussions individuelles. Et c'est là où le cercle vicieux est bouclé et où on va vers un accroissement de cette destruction individuelle, collective et en lien avec la nature. Alors heureusement, Pierre Velle nous propose une solution pour quitter cette roue de la destruction. Donc tout part à nouveau du mental. Si, au lieu de rester dans l'opposition apparente à non-A, c'est-à-dire moi opposé aux autres, je rentre
dans une question de conscience et de présence dans ma relation à autrui, du coup, je facilite l'expression d'émotions positives basées sur l'amour. Il en était question encore ce matin à la table ronde introductive. La prise en compte des besoins du corps avec un bon manger, un bon sommeil, des soins. Et si donc l'individu va bien, a priori, la société qu'il va composer peut être basée sur des valeurs comme le commerce équitable, le développement durable, la solidarité pour la vie sociale, ça pour l'économie, pour la culture, la beauté, la justice, et dans le respect de la matière, de la nature, de la recherche de l'harmonie de la vie et le développement de la connaissance de notre lien avec le grand tout, une approche holistique et complète. Ici, on retrouve le premier focus. On va détailler cet aspect-là. Donc, le fantasme de la séparativité, qui est en fait axé sur une séparation, une opposition entre le plaisir, la douleur, l'attachement au plaisir, la peur de perdre. Tout ça, c'est le mental, et ça agit sur les émotions, avec le stress, la souffrance et la maladie dans le corps. C'est ce qu'on appelle, ce que la médecine appelle la psychosomatique. Et ici aussi se fait un cercle vicieux. Plus mon mental fonctionne mal, plus mon corps va souffrir. Et en plus, au niveau de l'individu, ça lui donne une autoconfirmation qu'il est malheureux, qu'il doit poursuivre dans cet état de rejet, de colère, etc. Alors, quand on a compris tout ça, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça évolue aussi lentement ou pas aussi vite qu'on voudrait, la recherche de l'harmonie et du bien vivre ensemble? Bon, il y a plusieurs freins. Il y a bien sûr le poids du passé, la tradition, les difficultés d'évolution des institutions. Et c'est pour ça que je suis très content que cette université se projette déjà dans l'avenir avec d'autres formes d'organisation et d'autres formes de pratique. Et puis ce que Pierre Vell appelait les normoses, c'est-à-dire le fait de trouver normal que ça aille mal. Et là, c'est bien sûr un rôle important des médias et des cercles de dialogue pour se dire que, effectivement, être dépendant du tabac ou de l'alcool et de s'en servir dans les bureaux ou dans les lieux publics, avant, c'était tout à fait normal. Et maintenant, nous avons des règlements intérieurs qui régulent et qui précisent des points pour éviter que tout le monde souffre du tabagisme actif ou passif, par exemple. On pourrait faire un... Alors, cette conférence va devenir, à partir de maintenant, partiellement interactive. Donc, je vais vous poser des petites questions et puis je vous proposerai de répondre d'une façon ou d'une autre. Donc là, je vais vous poser des questions et si ça vous concerne, vous pouvez lever 2 bras. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez lever un seul bras. Et si ça ne vous concerne pas du tout, eh bien, vous ne levez pas les bras. Voilà, vous avez compris la consigne? On va commencer par quelque chose de très très simple. Qui parmi vous est parent, c'est-à-dire a un ou plusieurs enfants? Bon, on va pouvoir se plaindre les uns les autres. Qui parmi vous a 2 enfants ou plus? Qui a 3 enfants ou plus? 5 courageux. Qui a plus de 4 enfants? Personne n'a plus de 4 enfants? Donc, on passe des courageux aux réalistes. Parmi vous, qui porte une robe? J'allais dire beaucoup d'hommes, mais il y a beaucoup de femmes, mais il y a un homme qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, mais au contraire, c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Qui a l'habitude de porter un chapeau?
c'est assez partagé. Qui a l'habitude de porter des bijoux? On est dans un pays riche ici, hein? Qui connaît quelqu'un qui a fait de la prison? Pas si riche que ça, finalement. Qui est engagé dans des programmes sociaux ou humanitaires? Il y a une grande majorité à chaque fois. Hein. Est-ce que quelqu'un a l'idée d'une question à poser? Oui, oui, quelqu'un va me traduire. Se estamos falando em futuro, gostaria que perguntasse quantos aqui são avós. Si on parle de le futur, je veux demander combien ici sont des grands-pères. Merci, bonne question. Les grands-pères, levez la main, ou les grands-mères? Pas encore beaucoup, mais ça va venir. Une autre question? Merci pour votre participation. Donc vous voyez, l'idée de ce petit jeu de questions proposé dans les séminaires Unipass de Pierre Velle, c'est de nous rendre compte que, au-delà de nos apparences d'individuation et de séparation, nous partageons des façons de vivre, d'être et des relations qui sont communes avec celles des autres. Ce petit exercice nous aide à changer de niveau de réalité pour réduire le fantasme de séparativité que nous avons vu précédemment. Donc ce que propose Pierre Velle, c'est la théorie des états de conscience. Il l'écrit de cette façon-là. Le vécu de la réalité est fonction des états de conscience. De façon populaire, on pourrait dire ce verre est aux 3/4 vide ou 1/4 plein. J'ai déjà bu la moitié. Donc c'est ma conscience qui me permet de me réjouir d'avoir pu déjà me déshydrater et d'avoir encore un petit peu de ressources, ou au contraire, face au même état de fait, de me désespérer et de ne pas avoir l'idée de me dire peut-être qu'il y a une bouteille d'eau sous la table. Donc le vécu de la réalité est fonction de notre état de conscience. Nous devons veiller à prendre soin de notre conscience, de son éveil et de son expansion. Voilà un autre auteur, le père Pierre Teilhard de Chardin, qui était jésuite, auteur de nombreux livres comme Le phénomène humain, et qui a mis au début du siècle précédent en évidence une relation entre la croissance de la complexité des organismes vivants, issus de la biologie, depuis les corps simples jusqu'aux biomolécules d'un côté, et l'évolution de l'humanité depuis la prévie, la vie, la pensée et la survie. L'Homo sapiens apparaît apparemment au milieu. Vous voyez comme il est gentil, il prend soin de moi, il a vu que mon verre était au quart vide. C'est ça la confiance dans la vie. Merci à toi. Ah, merci. Merci beaucoup. Ça, c'est l'expression concrète de comment rendre la transdisciplinarité vivante dans notre relation à soi-même et aux autres. L'Homo sapiens apparaît à la moitié de la complexité et à la naissance de la pensée. Je pense qu'il était là avant, réellement. Qu'est-ce qu'on sait vraiment de ce qu'étaient les ancêtres de nos ancêtres de nos ancêtres? Au total, il y a eu 83 milliards d'individus qui se sont succédés sur la planète. Actuellement, c'est 7 milliards en même temps. Si on fait la somme, c'est 83 milliards. Vous imaginez le nombre d'individus qui sont passés avant nous et dont nous sommes en quelque sorte le prolongement et avec lesquels nous avons tous partagé ces mêmes questions de survie
et d'imaginer un futur utopique. Et Pierre Weil se posait cette question-là. Comment se fait-il que nous tous, voulant aller vers le bien et le partage, nous constatons plutôt le contraire? Il aimait bien citer l'UNESCO et son préambule. C'est parce que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes que c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut ériger les défenses de la paix. Je vais le redire peut-être. C'est parce que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes que c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut ériger les défenses de la paix. 1945, préambule de la Constitution de l'UNESCO, et on retrouve bien le schéma et le fantasme de séparativité. Alors, une autre personne, c'est le professeur René Barbier. Alors, celui-là serait très utile, je pense, pour Unicamp, puisqu'il a développé en éducation comment rendre effectives les approches transversales et sensibles basées sur les questions transdisciplinaires et transpersonnelles, avec notamment l'utilisation d'un cahier quotidien de rédaction pour les étudiants en master ou en doctorat, en 3 étapes: le cahier brouillon, où je note tous les jours ce qui se passe, le cahier réflexif, où j'organise ma pensée à partir de mes notes, et ensuite le cahier présentation, qui va me permettre de rendre compte de l'avancée de mon état de conscience et de mes travaux pour le professeur, pour les autres enseignants, etc. Il a formalisé ça sous plusieurs schémas, j'en présenterai seulement 2 ou 3, avec l'éducation comme une interface entre l'individu et la société. Alors, il ne connaissait pas Pierre Weil, mais vous voyez comme en fait tous ces chercheurs, ils connaissaient Basarab par contre, Nicolescu, finalement retrouvent les mêmes thématiques, et après chacun les approprie et les met de façon adéquate à son contexte existentiel, personnel, collectif et professionnel. Donc lui, il proposait d'intégrer également une réflexion entre l'éducation et la méditation au travers du silence intérieur, et comment prendre en compte l'existence de ce silence entre la dimension individuelle et la dimension collective. Donc ça, c'est le même schéma, mais auquel il a rajouté différents auteurs, comme Carl Gustav Jung, Edgar Morin, Sigmund Freud, Jiddu Krishnamurti, mais également des grandes figures comme Lao Tse ou le Bouddha, Pierre Bourdieu, Castoriadis, Louraud, Arduano. Bon, c'est beaucoup l'école de Paris 8, l'université de Vincennes à Saint-Denis. Et il a composé ce schéma de l'homme complexe en approche transversale, où on va retrouver l'Homo sapiens de Pierre Teilhard de Chardin, mais également l'homme sensible, l'homme imaginatif, l'homme qui sait, l'homme avec la raison défaillante, l'homme sacré et l'homme spirituel. Et donc il essaye de mettre en évidence comment toutes ces approches sont liées, avec les notions de pulsion, de sécurité, de dépassement, d'étrangeté. Voilà un autre auteur, Ken Wilber, qui travaille de son côté aussi et qui retrouve les mêmes oppositions apparentes entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire le sujet et l'objet, entre la dimension individuelle et la dimension collective, et qui applique là-dessus des échelles pour créer des cadrans. Alors ça, c'est le schéma le plus simple. Celui-là est un petit peu plus complexe. On disait que nous sommes dans la pensée complexe. Évidemment, je ne vais pas tout rentrer dans le détail, mais ici, on retrouve la question des états de conscience, des lignes de développement et l'aspect intégral, intégratif. Il a publié de nombreux ouvrages. Il sera facile à retrouver si vous le souhaitez. Et je termine cette approche plutôt théorique par cet auteur Jiddu Krishnamurti. Est-ce que certains d'entre vous le connaissent dans la salle, si vous voulez lever le bras? Oui, quand même beaucoup. Donc pour tous les autres, c'est bientôt Noël. Je vous encourage à vous le faire offrir ou à vous l'acheter pour vous-même. Je pense qu'il synthétise vraiment
l'aboutissement de ce trajet sujet-objet avec cette phrase qu'il a utilisée, « L'observateur est l'observé ». C'est la première phrase. « L'observateur est l'observé ». C'est-à-dire que tout ce que je vois dans le monde n'est qu'une projection intégrale de mon état de conscience. Et ça va plus loin, tout ce qui m'arrive dans ma vie est une projection intégrale de mes capacités de foi et de résilience dont Boris Cyrulnik nous parlera certainement demain. Lui, il s'inscrit dans la ligne de la non-dualité, donc c'est un hindou à la base, et il a cette très belle phrase « La vérité est un pays sans chemin ». C'est presque de la poésie, je sais qu'il y a des poètes dans la salle. La vérité est un pays sans chemin, c'est-à-dire que c'est à chacun de trouver son chemin de vérité, et vouloir imposer un chemin se fait au détriment du libre arbitre des autres et finalement va donc en opposition avec la question de l'émancipation. Alors, on laisse maintenant les mythes et on rentre dans les réalités. Alors, il faudra me dire si je suis un peu trop long parce que j'ai basculé dans un espace-temps où je n'ai plus aucune idée de où nous en sommes par rapport au planning. Je vais focuser maintenant sur les questions éducatives, vraiment. Hein. Donc, quelle place pour la transdisciplinarité dans l'éducation du futur ? De la 5e colonne au 6e sens, spécifiquement en France, où il y a une grande défiance, un grand combat entre la question de la laïcité et la question des religions, où nous avons eu, il y a plus d'un siècle, une loi pour séparer les activités religieuses et les activités civiles. Parler de transpersonnel et de transdisciplinaire avec la question religieuse et spirituelle, encore maintenant, par rapport à mes collègues, ce discours que je vous tiens, je ne peux pas le faire n'importe où dans le monde académique. C'est pour ça, la 5e colonne, c'est l'aspect caché, c'est l'aspect présent, mais invisible. Et le 6e sens, c'est un petit peu la question de traduire ces approches-là, ces approches transversales et sensibles dans le concret. Alors, on recommence un petit peu d'interactivité. Qui, parmi vous, est totalement content de l'état de la planète et de l'humanité ? Le principe, c'est de lever le bras. Il y en a une, mais elle a changé d'avis. C'est vrai que si on regarde avec un état de conscience de bas niveau, on peut se dire que c'est peut-être pas optimal encore le fonctionnement de la planète. Il faut trouver les causes. J'avais 2 hypothèses. Est-ce que c'est un problème de manque d'éducation ? Ou bien, est-ce que c'est un problème de manque d'accès à l'information sur ce qui se passe ? Si on prend les chiffres de l'UNESCO du dernier plan quinquennal, en termes d'éducation et d'accès à l'école primaire, au niveau mondial, en 2013, on avait entre 82 et 84% de la population mondiale qui avait accès au premier cycle d'études, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et même dans les pays les moins développés, c'est entre 72 et 74%. C'est-à-dire quasiment au minimum les 3/4 de la population mondiale qui ont accès à un type d'éducation. Minimum. Donc ce n'est pas un problème de manque d'éducation. Est-ce que c'est un problème de manque d'information ? Toujours en 2013, au niveau mondial, 38% de la planète des habitants avaient accès à Internet et 92% avaient accès à un mobile. Au niveau des pays les moins développés, c'était 7% pour Internet et 55% pour les mobiles. C'était en 2013. Vous imaginez que depuis 5 ans, ces chiffres ont dû continuer à grandir de façon exponentielle. Peut-être que vous avez vu ces reportages sur les tribus africaines qui sautent, j'ai oublié comment ils s'appellent, les Maasai, merci, qui sautent et qui ont le téléphone portable dans la main en même temps. La première fois, c'est un peu un choc culturel. Donc ça nous montre bien que l'état de la planète
pour insatisfaisant qu'il soit, ce n'est pas lié à un manque d'éducation de base, ni à un manque d'information de base. Il faut donc trouver les causes ailleurs. Parce que la conséquence pour l'Europe, c'est que en 2015, nous avions jusqu'à 25% d'élèves qui quittaient le système scolaire, 25% d'élèves qui quittaient le système scolaire à la fin du premier degré, justement, vers l'âge de 10-12 ans. Et que malheureusement, la plupart du temps, c'était des jeunes filles qui étaient exclues de l'accès à la poursuite de leur formation. Donc, mon hypothèse, c'est que peut-être il faudrait que les pratiques éducatives, qui sont déjà nombreuses, intègrent plus les questions ontologiques, c'est-à-dire le transpersonnel et le transdisciplinaire. Et que les contenus, les savoirs et les pédagogies devraient appliquer et s'actualiser sur tout ce que nous apportent les sciences sociales, les sciences cognitives et les neurosciences, sur la façon dont nous apprenons individuellement et collectivement. Je pense que le modèle éducatif évolue beaucoup trop peu, beaucoup trop lentement, qu'il est encore trop axé sur la fragmentation, la séparation, et pas assez sur ces questions de réunion et de pratique des valeurs comme celle de l'amour platonique. Évidemment, ça n'est pas facile, parce que quand on est dans une relation de formation, on travaille avant tout sur la question de l'humain. Mais qu'est-ce que l'humain ? Alors, je vais vous proposer un petit modèle holistique qui est né de la synthèse, pour moi, de toutes les théories que nous avons vues précédemment. L'idée, c'est que chaque être humain naît sur un socle commun. 10 minutes et après le débat. D'accord, 10 minutes. Dans 2 minutes avant la fin, dans 8 minutes, vous me dites. D'accord ? Vous me dites encore 2 minutes. Et que l'être humain qui naît sur un socle de sagesse, relations, spiritualité, culture, société, qui sont donc l'expression du tiers caché, présent au moment où il arrive, c'est d'abord un être biologique et énergétique. Alors je vais vous proposer d'expérimenter ça tout de suite en vous étirant les bras, par exemple, juste pour libérer les épaules. Allez-y avec moi. Et de sentir dans votre dos et dans vos reins comment d'un seul coup la vie part de nos pieds et remonte jusqu'à la tête. Peut-être vous sentez ça, c'est l'énergie. Voilà. C'est pour ça que laisser des enfants 45 minutes à écouter un professeur, c'est une véritable torture. Il faut trouver d'autres choses. Et je parle aussi pour vous, mais c'est ma faute. Il faut maîtriser notre biologie. Alors je vais vous proposer un petit exercice de mettre le pouce sur l'index et de monter l'échelle en laissant toujours le pouce sur l'index. Sinon, ça ne marche pas. C'est un exercice de jardin d'enfants. Ceux qui ont réussi, vous pouvez descendre l'échelle. Bon, pour moi, c'est facile, hein, j'ai déjà fait des centaines de fois. Mais vous voyez comme quoi même une activité biologique toute simple peut parfois être un peu difficile. Bon, je vois que tout le monde a passé l'école primaire. On va passer au doctorat. Vous faites un rond avec une main et un carré avec l'autre en même temps. Moi, je redouble mon doctorat à chaque fois que je fais cet exercice. On peut faire dans l'autre sens. Pas toujours très facile, hein ? Le deuxième aspect, c'est le pôle émotionnel et sensible. Donc là, je vais vous proposer un petit exercice tout simple. Vous allez connecter votre être intérieur et on va exprimer notre météo intérieure, c'est-à-dire comment je me sens d'un point de vue émotionnel maintenant. Et vous allez le montrer, je vais compter jusqu'à 3. Vous allez le montrer en montrant un nuage ou bien un soleil. D'accord ? Donc, connectez votre état. Comment vous sentez-vous ? Réfléchissez aux gestes que vous allez faire. Doué, Tre. Regardez-vous, entre vous. C'est plutôt une belle journée sur Brasilia aujourd'hui, mais je vois quand même ici et là quelques petits nuages, y compris chez moi.
C'est important dans la relation éducative de savoir comment se trouve le climat de la classe, parce qu'on n'agira pas de la même façon. Le troisième pilier, c'est celui du mental et du cognitif. On a fait quasiment que ça depuis ce matin, je n'insiste pas. Le quatrième pilier, c'est la dimension groupale et sociale. C'est ce lien entre l'individu et le collectif. Alors je vous propose, on va faire ça 30 secondes. Je vais taper dans mes mains et vous allez suivre mon rythme. Écoutez la qualité du silence à chaque fois entre les claques. Moins fort. Un peu plus fort. Sans accélérer. Je vous applaudis, bravo. C'est pas très facile de trouver le temps de s'harmoniser, le temps de s'accorder. Et pourtant, c'est essentiel, bien sûr, si on veut avancer collectivement. Le dernier pilier, c'est celui de la cosmologie, du post-métaphysique. C'est la question de l'ouverture, c'est la question de l'inconnu, c'est la question de la confiance. C'est le sentiment de ce qui nous dépasse. Et ce qui nous dépasse, c'est bien sûr la question ontologique. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, disait déjà le temple de Delphes en Grèce. Alors je vais avancer très vite. Reconnaître le suprasensible, la question des chakras, la question des circulations, des énergies. Et pour la France, en tout cas, mettre en pratique ces valeurs et ces façons de faire, les textes l'autorisent. Les textes du socle commun des compétences, avec les questions de l'autonomie, les compétences sociales et civiques, la culture humaniste. Le terme conscience apparaît 13 fois dans ces textes-là, et également dans la formation des enseignants, dans leurs compétences, on retrouve les valeurs de la République, l'éducateur responsable, la coopération, la citoyenneté participative. Tout est là, mais le poids des habitudes fait, et la façon dont nous entraînons nos enseignants à apprendre leur métier, fait qu'ils ont peur ou ils n'ont pas l'idée d'aller vraiment au bout des choses. Alors, pour terminer, ce temple que je vous ai présenté a une dimension fractale. C'est ce que la gnose nous dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout est dans tout, et donc on peut le développer. Ça, c'est pour la façon globale. Ça, c'est les intelligences multiples de Howard Gardner qu'on peut intégrer dans le temple. Je vais très vite, mais le PowerPoint sera à votre disposition si vous le souhaitez. Les disciplines et la transversalité trouvent toute leur place dans les pratiques éducatives avec cette approche, également que les lieux, les moyens et les méthodes pédagogiques. Il est donc tout à fait possible, en tant qu'enseignant et formateur, d'intégrer pleinement dans nos pratiques les approches transpersonnelles et transdisciplinaires, y compris dans le domaine du numérique, où chacun des outils peut trouver sa place par rapport aux 7 dimensions du temple. Dans ma pratique, et je vais terminer avec ça, le tiers caché de l'union des développements personnels, professionnels et collectifs a fait émerger ce que j'appelais une pédagogie intégrative et implicative. Elle est basée dans la lignée du mouvement de l'école nouvelle. L'intégration, c'est être capable de prendre en compte toutes les dimensions de l'individu et des pratiques pédagogiques. Et l'implication, c'est donner dans mon enseignement le maximum de pouvoir aux élèves et aux étudiants, aussi bien dans le choix de leur discipline que dans les modalités de leur acquisition, jusqu'à la question de l'évaluation. On retrouve ça dans le triangle pédagogique de Husserl. Et ce sera mon dernier schéma. Il est un peu compliqué. C'est la somme de tous les schémas précédents. On retrouve le temple dans sa dimension développée. On retrouve les valeurs comme le respect, la gratitude, l'amour et la beauté. On retrouve l'implication. Et en tant qu'enseignant, c'est notre rôle d'arriver à attraper ce Rubik's Cube et à chaque fois de changer l'organisation et la composition pour s'adapter au moment présent et à l'évolution des étudiants. Merci pour votre attention.
Obrigada, professor. Merci. Merci à vous. E abriremos agora para um breve debate. Ah oui, oui, oui. Merci. C'est parfait. Oui, merci. Merci. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Bom, je vais commencer. Vou começar, então. Espero que vocês consigam pensar algumas perguntas também para a gente ir conversando. Mas agradecendo primeiro a fala do Florent. É muito raro, pelo menos na minha experiência, ouvir falar, né, com tanta precisão, propriedade, completude desses temas todos e da importância dessas questões, como a questão do corpo, da espiritualidade, dentro do contexto escolar. E, bom, a minha pergunta vai no sentido de saber, na sua experiência, no ensino, na formação de professores, né, qual o espaço que você consegue ter para esse tipo de abordagem, né? Se é um espaço, digamos, minoritário, se ele está sendo... Você disse que temos todos os instrumentos, né, a princípio, mas não na prática. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, agradeço. Merci Florence pour cette question. Lorsqu'il s'agit d'expliquer de façon consciente ces processus et ces phénomènes, je ne trouve pas d'espace académique officiel pour pouvoir le faire. J'ai réussi il y a quelques années à monter un cours sur le partage des savoirs. C'est l'exemple du livre que nous voyons ici, qui a inspiré ce travail, Réinvestir l'humain, individu, collectif, société. C'est un travail que nous avons fait en éducation populaire et nous avons appelé cela les ateliers de transformation. J'ai pu faire pendant 3 années consécutives ce travail d'un atelier de transformation avec mes élèves qui étaient volontairement inscrits parmi un catalogue de formation. Et ça fait 2-3 ans que mes collègues qui décident du catalogue ne retiennent pas ma proposition. Donc, je ne peux pas aller de façon consciente présenter ces phénomènes. Et au niveau de la formation des enseignants, j'ai proposé un travail de ce type cette année, mais sur une 50aine de collègues, seulement 3 se sont inscrits, et donc l'atelier n'a pas pu ouvrir. Ça veut dire que finalement, ce type de recherche et de présentation reste très confidentiel, complètement minoritaire. D'ailleurs, la plupart de mes collègues ne comprennent pas ce que je fais. Il faut que je vienne au Brésil pour rencontrer des esprits suffisamment éveillés pour accepter ces questions-là. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, ça développe une autre notion qui est celle des maîtres clandestins. Cette fameuse 5e colonne. C'était un petit peu dans la liste de mes conclusions tout à l'heure. L'idée, c'est que par des pratiques en lien avec la nature, les arts, la créativité, de façon d'être soi-même transdisciplinaire en tant qu'enseignant, d'être soi-même transpersonnel en tant qu'enseignant, je vais incarner ces valeurs et plutôt que d'en faire un exposé théorique comme j'ai fait jusque-là, je vais devenir un modèle vivant, d'abord inconscient et peut-être de plus en plus conscient par le dialogue et l'échange avec les étudiants, les enfants et les collègues. Donc l'idée, ce n'est pas tellement de rajouter de nouvelles couches théoriques, mais beaucoup plus de voir comment nous, dans nos pratiques, nous pouvons devenir vivants et transmettre, j'allais dire, transpirer naturellement ces questions-là.
Donc ça, par contre, j'arrive à le faire pour tous mes cours. Je me base beaucoup sur les pratiques de Paulo Freire, par exemple, dans l'émancipation. À chacune de mes nouveaux cours avec mes étudiants, quand ce sont des petits groupes, je prépare toujours un buffet avec des jus de fruits biologiques et des petits gâteaux, pas des cadeaux encore, mais peut-être que ça viendra. Et mes étudiants sont extrêmement surpris. Ils n'ont jamais été accueillis par un prof. Avant, je faisais du café, mais la logistique est trop compliquée. Maintenant, c'est des jus de fruits. Eh bien, ça permet de changer complètement la modalité relationnelle. Et l'enseignant n'est plus seulement le savant qui transmet, mais beaucoup plus le coach de formation qui va accompagner dans le processus de développement. Et ça, c'est une façon d'exprimer concrètement, je pense, le transpersonnel et la transdisciplinarité. Bom dia. Bom, o senhor colocou o dinamismo, né, entre a interação entre o sujeito e o objeto e a consequência da multicomplexidade. E trouxe aí como exemplo a pirâmide de Maslow, né, que é muito utilizada na área das exatas, principalmente na área do curso de administração, né? Eu gostaria que o senhor reforçasse, por gentileza, como trazer, né, esse pensamento naquele slide da pirâmide para o campo pedagógico, de uma forma mais dinamisada. Merci pour votre question. Il n'y a pas une réponse unique. Si c'était le cas, ça deviendrait un nouveau dogmatisme. Or, on a bien compris que l'élévation des consciences, c'est justement nous affranchir des conditionnements et c'est nous affranchir des obligations. Là où ça devient intéressant, c'est quand chacun, dans son contexte particulier, pédagogique ou administratif, ou d'ingénierie, ou des sciences, ou de pratiques artistiques, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, vous arrivez à créer une réponse originale, d'abord peut-être unique, mais qui ensuite peut être partagée avec d'autres dans la même situation que vous. Par exemple, ma pédagogie implicative et intégrative, elle a vocation à être proposée à tous les enseignants qui souhaitent travailler et rendre vivante, réelle et concrète. Par exemple, faire un petit pot d'accueil pour les étudiants, c'est une façon très humaine, très concrète, et en plus ça peut relancer l'économie de la production de fruits, légumes, de jus, etc. Donc c'est là où on s'aperçoit que tout est lié, c'est la conscience du lien, de la relation, et après c'est comment moi je peux le faire dans mes domaines particuliers, comment je peux exprimer ça. Et là, les réponses sont multiples. Olá, bom dia a todos. Bom dia, senhor. Bom te ouvir. A minha pergunta diz respeito a como é que você mantém a sua animação com essa situação na universidade, que o senhor respondeu na primeira pergunta. Eu, desde o início da minha carreira acadêmica, fui à quinta coluna. E tinha quase ninguém na quinta coluna. Eu sou da Unicamp. Eu nem sei se eu sou mais, porque eu me aposentei e estou buscando aonde fazer esse trabalho nosso. Né? Aonde fazer? Como fazer, a gente cria, mas aonde fazer? Já não me alimenta continuar a quinta coluna na universidade com disciplinas abertas, aonde alunos que passaram por mim tiveram sua defesa de doutorado barrada por 6 a 8 meses, porque descobriram um texto que a moça escreveu sobre ciência e espiritualidade. E na Faculdade de Educação, professor Regis, foi lá que barraram. E aí também não me sustenta continuar com ações em escolas públicas, pequenas escolas públicas, onde eu vou trabalhar com os pequenos, com esses valores, que eu aprendi com Pierre Rivail, eu aprendi com Krishnamurti, aprendi também com outros autores que me deliciei ouvindo e vendo eles aqui, né?
E por quê? Porque eu vou lá uma vez a cada semestre ou duas, quando as diretoras me permitem entrar numa pequena cidade de Minas Gerais. E aí quero saber de você, como é que se mantém animado, vivo e otimista com essa utopia, né, de educação que vejo que temos. Merci pour votre question. Effectivement, ça n'est pas facile. En France aussi, les doctorants qui étudient cette question du lien entre éducation et spiritualité soutiennent le doctorat, mais n'obtiennent pas ensuite la qualification nationale qui permet d'accéder au concours de recrutement. C'est-à-dire qu'un doctorant qui prépare un travail sur le transpersonnel ou la transdisciplinarité en éducation prend un risque professionnel énorme, qui est celui de ne pas être admis sur des postes. Et c'est pour ça qu'on parlait de maître clandestin. Maintenant, ma position également est extrêmement minoritaire. Je l'ai dit, hein, la plupart des collègues ne comprennent pas ce que je fais. Pour autant, je me place pourquoi je suis optimiste. Déjà, j'ai compris qu'il n'y a pas de séparation entre moi et le monde. C'est-à-dire que toutes les difficultés auxquelles je fais face ne sont que le reflet de mes propres contradictions intérieures et de mes propres difficultés personnelles. Par un travail personnel d'émancipation, de compréhension, d'élévation de conscience, couplé au travail collectif avec des personnes comme vous, et également un développement professionnel que je fais dans des groupes d'échange et de travail avec d'autres collègues. En mixant l'ensemble, petit à petit, la conscience collective se développe. Et en introduction, je disais qu'une revue qualifiée a autorisé un appel à communication sur le thème science et spiritualité. C'est la première fois en France. Et cela montre bien qu'il y a une évolution de la conscience de certains collègues. Et si nous arrivons à mener à bien ce numéro, qui sera publié normalement en 2020, eh bien, nous impacterons la conscience collective de nos collègues, qui seront de facto obligés de constater que quelque chose se passe, et que s'ils veulent rester dans le coup, il va bien falloir qu'ils s'intéressent également. Donc c'est un travail assez long. Je suis optimiste parce que je comprends que toute difficulté, c'est comme une émotion négative. Ça me renseigne sur un manque ou sur un besoin. Et parce que j'ai foi dans mon travail, je reste optimiste. Et puis je rencontre de plus en plus des maîtres clandestins qui font leur coming out et qui permettent donc de changer la posture collective sur ces questions-là. Bom dia, professor Pasquier. Meu nome é Maria Cândida Moraes e quero fazer um depoimento, expressar a minha alegria e terminar com uma pergunta. É um prazer imenso. Eu quero parabenizar a Universidade Católica de Brasília pelo fato de trazer aqui esta abordagem, sendo aberta pelo reitor da universidade e coordenada pelo programa de pós-graduação. E eu estive nesse programa de pós-graduação durante 10 anos. Eu saí o ano passado, mas, durante esses 10 anos, eu tive a alegria de poder trabalhar nesta universidade exatamente com o tema da complexidade e a transdisciplinariedade, e constatar quanto foi absolutamente transformador dos nossos alunos, em todas as suas dimensões, as abordagens que conseguimos trabalhar. E há mais de 15, 20 anos eu venho trabalhando academicamente com os autores que você aborda na sua presença. Fizemos aqui, em 2008, a última homenagem a Pierre Weil, né? A Pierre Weil, né? Um mês antes do seu falecimento, a Universidade Católica de Brasília homenageou a obra
de Pierre Rivail. Tivemos a alegria, na época, de contar com a presença do Edgar Morin e Bessarab Nicolesco. Bessarab não, Edgar Morin, Pierre Rivail e o Biratan D'Ambrosio, também nosso amigo. Então, e quero, nesse sentido, dizer que, realmente, durante esses anos todos não foi fácil, mas eu sinto que, aqui no Brasil, nós já temos, assim, até me emociona, nós temos várias universidades, vários professores clandestinos que já estão na pós-graduação, né? Eu diria são professores subversivos mais do que, né? E também clandestinos. Nós estamos na pós-graduação em várias universidades de professores que nós formamos aqui na Universidade Católica, já atuando com essas abordagens. Então, a minha pergunta é, na sua opinião, qual é o ponto central de resistência do professor na academia a essas novas abordagens? Eu usaria, talvez, aí, eu acho que traduz a questão, o conceito de nível de realidade de cada um, né, que traduz os seus conhecimentos, né, a sua maneira de ser e de atuar profissionalmente. Mas eu gostaria de ouvi-lo nesse sentido, na sua opinião. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua abordagem e pela sua coragem acadêmica. Muito obrigada. Merci beaucoup pour votre question et surtout pour votre témoignage qui montre que les choses avancent, hein, justement, pourvu qu'on ne soit pas trop impatient. C'est un travail de longue haleine. Et Edgar Morin, que vous citiez, a l'habitude de dire que, encore maintenant, nous sommes des singes en habit. C'est-à-dire que nous avons évolué culturellement, technologiquement, scientifiquement, mais notre esprit reste celui de l'homme des cavernes. Que le développement du néocortex a pris énormément de temps et que c'est à chaque nouvelle génération de refaire tout le cycle de l'évolution jusqu'à la forme de conscience la plus évoluée possible actuelle. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris votre question, mais si on en revient justement à ces auteurs, le point commun partagé par tous, c'est que le premier obstacle, c'est le mental individuel. C'est le premier point. Parce que tout ce qui sera imposé de l'extérieur, s'il n'y a pas une compréhension intérieure, initiale ou qui se développe petit à petit, ça ne fait que rajouter une fragmentation supplémentaire. La fragmentation, c'est le fait d'un désaccord entre les croyances personnelles et les pratiques individuelles et collectives. Donc le premier point, c'est de réussir à réduire cette fragmentation du sentiment intérieur dans les aspects pratiques du quotidien. Et ça commence par le mental individuel. Donc il faut que collectivement, il y ait des échanges entre les enseignants, les administrations, les institutions et ceux qui conçoivent les cycles de formation pour les étudiants et pour la formation continue, ce qu'on va appeler les curriculums, pour intégrer les questions dont nous avons débattu jusqu'ici. Et à partir de là, en fonction des positions institutionnelles, pragmatiques, ce sera le rôle collectif et individuel de proposer des parcours et des développements de formation pour aller dans le sens qui nous intéresse, celui de l'unité de la connaissance et d'un mieux vivre ensemble, hein, le fameux Buen Vivir. Le Buen Vivir peut être un programme politique qui se traduit dans un programme de formation. Professor, infelizmente, nós tivemos que encerrar o nosso debate. Eu confesso que vou quebrar o protocolo aqui, que eu me considerei, depois da sua palestra, da sua excelente explanação, uma professora clandestina, e tudo começou quando eu cursei uma disciplina com a professora Maria Cândida. Então, eu me emociono muito também ao falar nisso. Não gostaria de encerrar o debate,
mas nós vamos passar para uma outra excelente conferência agora, e com certeza tudo que foi plantado aqui nesses educadores, nesses apaixonados pela educação, nesses professores clandestinos que estão aqui presentes, a gente vai poder continuar ao longo dessa semana. A professora Florence pediu para avisar que o nosso professor ele ficará com a gente até sexta-feira, então, se os senhores tiverem ainda alguma coisa para falar com ele, para perguntar, eu acredito que ele está à disposição. Quem não souber falar francês, né, a professora Florence sabe, nós temos alguns intérpretes aqui para ajudar na comunicação. Então, professor, quebrei completamente o protocolo, mas como eu não quis fazer nenhuma pergunta para não atrapalhar os nossos convidados, eu encerro agradecendo muito o que o senhor trouxe para a gente em termos de conhecimento. Muito obrigada. Merci beaucoup. Merci pour vos questions qui m'aident à réfléchir à mes pratiques. Et merci beaucoup à notre collègue qui a assuré la traduction depuis tout à l'heure.